Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis super contente de pouvoir vous le faire parce que c'est quand même sur deux grosses lectures que j'ai pas autant étalé que ça dans le temps. Ça fait partie de mes lectures pour le Cozy Book Challenge qui s'est fini hier pour moi. Et d'ailleurs ma dernière lecture, je l'ai terminée hier, donc nickel. Bref, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première lecture que là j'ai fait un petit peu traîner parce que j'ai dû la commencer quand j'étais malade et comme j'ai été malade pendant 15 jours, et ben globalement je l'ai lu sur 15 jours, même un petit peu plus de 15 jours il me semble. C'est le tome 1 de l'Oracle de l'Oiseau Noir de Deborah Harkness, donc c'est la deuxième trilogie, c'est la trilogie qui va suivre celle du livre perdu des sortilèges. Je l'ai aux éditions Charleston et vous n'êtes pas sans savoir que c'est un coup de cœur monumental. La première trilogie, j'adore le livre perdu des sortilèges. Enfin d'ailleurs, plutôt les deux tomes suivants. Le premier il est très chouette mais il est très... mise en place, il est très recherche sur l'alchimie, tout ça, alors qu'il y a beaucoup plus d'action dans les deux tomes suivants. Bref, j'avais lu le spin-off sur le point de vue de Marcus, donc le tome 4, on va dire, même si c'est plutôt un spin-off, que j'avais bien aimé parce que j'avais aimé retrouver quand même les personnages, même si on se concentrait surtout sur Marcus et Phoebe. Mais c'est vrai que c'était pas la première trilogie. Et donc là, quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau tome qui sortait, en fait c'est une deuxième trilogie qui se passe globalement 7 ans après la première, je me suis dit que bien évidemment j'allais me lancer dedans, puisque la plume de Deborah Harkness, le fait que j'adore la première trilogie, j'étais obligée de lire. Pour vous faire un résumé, c'est pas facile de vous faire un résumé parce que cette deuxième trilogie en soi, elle peut spoiler un petit peu la première trilogie si vous l'avez pas lue. Donc je vais vous faire un topo global. Le personnage principal, c'est Diana, c'est une sorcière qui n'est pas très douée en magie. Clairement, les sorts que sa tante essaye de lui apprendre, ça fonctionne pas vraiment. Elle sait faire 2-3 petits trucs, mais elle a toujours eu beaucoup de mal avec sa magie. Et en parallèle, elle est universitaire, elle fait des recherches sur l'alchimie, elle... comment dire, j'allais dire elle écrit, mais elle publie sur l'alchimie, tout ça. Et dans la première trilogie, elle fait des recherches sur un traité alchimique qui est perdu depuis plusieurs décennies. Et en faisant ces recherches, elle va croiser la route de Matthew, qui est un vampire, qui est aussi universitaire, mais lui plutôt du côté génétique, scientifique. Et il est aussi à la recherche, il va aider Diana dans ses recherches. Il va y avoir une histoire d'amour qui va se tisser entre les deux. Et en fait, on va se rendre compte que Diana, elle a une autre sorte de magie, on va dire. Et au vu des complots, au vu de ce qu'ils vont découvrir en faisant leurs recherches de ce traité alchimique, va s'en suivre toute une histoire sur 3 tomes du coup, et globalement, voilà, on est dans un univers fantastique du coup, puisque c'est vraiment notre monde, mais avec des sorcières, des vampires et des démons. Donc les démons, c'est des gens comme nous, c'est juste qu'ils sont beaucoup plus artistiques. Ils ont beaucoup plus de facilité artistique. Et voilà, globalement c'est ça le résumé de la première trilogie. Et là on est 7 ans plus tard et on retrouve les mêmes personnages. Donc on retrouve Diana en personnage principal, avec Matthew, avec la tante de Diana. On va découvrir de nouveaux personnages puisque on va se concentrer plutôt sur sa famille paternelle cette fois-ci. Alors que dans les premiers tomes, c'était plutôt sa famille maternelle et puis la famille de Matthew, tout ça. Là, on est plutôt sur le côté paternel de Diana. Et voilà, globalement, voilà. Maintenant, ce que j'en ai pensé, et c'est là que c'est un peu compliqué. Première chose, j'ai adoré retrouver la plume de Deborah Harkness. Déjà, ça, c'est une chose. Elle écrit vraiment très bien. C'est du fantastique, mais c'est très pointu. C'est très recherché. C'est pas la lecture de... Enfin, en tout cas, personnellement, je ne trouve pas que ce soit la lecture addictive de je vais tourner des pages super facilement parce que le style est tellement
fluide et facile entre guillemets que ça se lit d'une traite. Là on est quand même sur un style un petit peu plus complexe, donc c'est très agréable à lire, mais il faut, voilà, faut se poser quand même un petit peu. Maintenant, je vais pas vous cacher, j'ai pas passé un mauvais moment de lecture, c'était un bon moment de lecture que j'ai fait traîner longtemps du coup, puisque voilà, c'est quand même une petite bricasse, c'est un style qu'il faut quand même lire. C'était trop plan-plan pour moi. Et de mon souvenir, c'est vrai que le tome 1, c'est celui que j'aime le moins parce que c'est un peu plan-plan. Et je me dis peut-être que les 2 prochains tomes, ils vont être plus dans l'action, plus dans la frénésie en fait. Mais là, on est plutôt sur des découvertes par rapport à son arbre généalogique côté paternel du coup. Un petit peu sur un pan de la magie, enfin non, un petit peu. Beaucoup sur un pan de la magie qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne connaît pas. Beaucoup sur deux des personnages qu'on va découvrir à la fin du tome 3 qui du coup ont évolué. J'essaie de pas spoiler mais bon c'est pas facile. En gros, je vais vous le dire sur Philippe et Rebecca. Comme ça, ceux qui ont lu le livre, vous savez. Ceux qui n'ont pas lu le livre, vous ne savez pas. Donc beaucoup d'évolutions par rapport à Philippe et à Rebecca que j'ai beaucoup aimé suivre. Hein. Tous les deux, ils sont trop mignons. Mais voilà, c'était juste une agréable lecture. Je suis un petit peu déçue du coup. Ça avait été un peu pareil en fait pour le tome 4. Et c'est terrible parce que je vous jure, la première trilogie, c'est une dinguerie, mais vraiment une dinguerie. Et là je me dis, le tome 4, enfin le spin-off, voilà, je galère un petit peu. Le 5e tome, qui est en fait le premier tome de la deuxième trilogie, je galère un petit peu. Bon, j'attends le tome 2. Mais au vu du final du tome 1, je suis pas sûre que ça va être incroyable en termes d'action, en termes de narration, parce que autant à la fin du premier tome de la première trilogie, vu ce qui se passe, forcément on sait que dans le tome 2 ça va être fou. Là, vu ce qui se passe à la fin du tome 1, on se dit oui bon bah ça va continuer un petit peu dans cette lancée quoi. Donc globalement, je sais pas trop. Est-ce que c'est parce que j'ai trop le souvenir de cette première trilogie, en sachant que je l'ai relue 2 fois, la première trilogie. J'ai regardé la série qui est extrêmement bien adaptée, que j'ai adorée aussi, du coup, parce qu'elle est vraiment très bien adaptée. Est-ce que c'est parce que j'ai trop à chaque fois de liens par rapport à la première trilogie et donc je me dis bah c'est pas à la hauteur. Est-ce qu'il faudrait plutôt que je me détache et que je me dise c'est comme si je commençais une nouvelle saga que je ne connais pas? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tome 1 pour ceux qui ont lu les 4 premiers volumes. Je sais que j'en ai parlé en vlog et il y en a une d'entre vous qui m'a dit que c'était pareil. C'était un peu le tout ça pour ça. Je suis d'accord, tout ça pour ça. Je sais que ma maman a beaucoup aimé. Et je dis pas que c'est pas bien, hein, mais je m'attendais à plus et je lirai le tome 2 hein, largement. C'est juste que, voilà, un petit peu déçu pour celui-là. On n'est pas du tout sur un coup de cœur, ni sur un frôlage de coup de cœur. C'était une bonne lecture, sans plus. Donc voilà. Du coup, j'étais à 4 jours, je crois, de la fin du Cozy Book Challenge. Je voulais absolument lire le tome 2 du dernier conte d'Alexiane Thiel. Donc c'est Rose Rouge aux éditions Hugo Roman. C'était obligé celui-là. J'étais à 5 livres lus pour le Cozy Book Challenge. Je voulais que ce soit 6 livres lus. Voilà, j'avais décidé que ce serait 6 livres lus, alors que ça ne me débloque pas de badge en plus. Hein. Mais donc du coup, j'ai lu le dernier conte d'Alexiane Thiel. J'avais adoré le tome 1 et par rapport en plus au fait que c'était Louise de Rêve ta vie en lecteur qui m'a fait découvrir le dernier conte et là que c'était son challenge et en plus il y avait une catégorie réécriture de contes, voilà, on était obligés. Donc j'ai lu le tome 2. Au niveau du résumé de la saga, on va dire plutôt, on est sur le monde des contes qui est en train de disparaître.
C'est vraiment un monde où il y a le jour, je sais plus comment c'est dit dans le premier tome, mais il y a le jour où tout va bien. Ensuite, il y a le crépuscule où ça commence à être pas terrible et la nuit où c'est la cata absolue. Quand la nuit arrive, vraiment, c'est fini. Le monde va finir petit à petit par disparaître en fait. Et il se trouve que Ariane, c'est la fée tempête. C'est la dernière fée qu'il reste dans ce monde des contes. Marraine la bonne fée a été tuée il y a 9 ans. D'ailleurs, je suis en train de vous dire, peut-être n'importe quoi, Marraine la bonne fée est morte il y a 9 ans. Est-ce qu'on sait si elle a été tuée ou pas? Bah, je ne sais pas. J'avoue que je suis pas sûre de ce que je suis en train de vous dire. Bref. Et du coup, Ariane, c'est la seule qui peut encore sauver ce monde-là, puisque le monde des contes fonctionne avec les contes, la réalisation des contes et la fin heureuse. C'est la fin heureuse qui va permettre d'alimenter le monde des contes. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a plus de héros dans le monde des contes. Qui dit plus de héros, dit pas de contes et pas de fin heureuse. Les héroïnes, c'est pareil. Pour l'instant, tout le monde pense qu'il n'y en a plus. Mais globalement, il y a peut-être une possibilité qu'il y ait des héroïnes. Les héros, c'est non. Vraiment, c'est non. Donc, Ariane va décider de créer un portail pour venir dans un des mondes parallèles au sien, donc le nôtre, et d'enlever un héros qu'elle va trouver là-bas, le ramener dans son monde, le former et l'amener à sa fin heureuse pour sauver le monde des contes de la nuit et le ramener à la période du jour. Elle va du coup arriver dans notre monde. Elle va rencontrer Warren, qui est un jeune homme qui est très altruiste, très drôle, pas prise de tête, artiste. Vraiment, il a un talent pour le dessin qui est incroyable. Et elle n'a pas beaucoup de temps, elle l'enlève, elle le ramène dans le monde des contes. Lui, bien évidemment, il n'est pas d'accord. Et globalement, voilà, il est basculé dans le monde des contes. Et voilà, Ariane, elle va lui expliquer un petit peu ce qui se passe. Et bah, de toute façon, lui, il est bloqué là-bas. Donc, bah, il va la suivre parce qu'il n'a pas trop le choix. Mais le but, c'est vraiment de réaliser la fin heureuse, mais après de retourner dans notre monde à nous. Parce qu'il y a sa famille... et il est énormément attaché à sa famille. Voilà. Globalement, voilà. Le tome 1, j'avais adoré. J'avais frôlé le coup de cœur. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais je saurais pas trop vous dire pourquoi. Parce que franchement, tout y était. C'est très drôle. Les relations entre les personnages sont folles parce qu'il n'y a pas que Ariane et Warren. On a aussi Marcus qui est très attendrissant. On va avoir les jumeaux nains qui sont topissimes. Il y a énormément de références à la pop culture en fait de notre monde, puisque Warren vient de notre monde. Donc il y a un parallèle qui se crée avec le monde des contes, mais il va se rendre compte que c'est pas exactement la même chose. C'est pas ce qu'il pense, ce qu'on lui a inculqué avec nos versions. Voilà, bon, bref, vous avez compris, c'était trop bien. Le tome 1 était trop bien. Tome 1 qui, globalement, est une réécriture de Blanche-Neige. Là, Rose Rouge, c'était bien évidemment une réécriture sur La Belle et la Bête, mais on suit vraiment l'histoire de Ariane et Warren. Donc, on va côtoyer le conte de Blanche-Neige, le conte de La Belle et la Bête, mais c'est vraiment l'histoire de Ariane et Warren qui essayent de trouver une héroïne pour aboutir à une fin heureuse. Donc c'est bien parce qu'on est effectivement sur de la réécriture de contes, mais sur quelque chose de complètement différent aussi, parce que bah, c'est l'épopée de Ariane et Warren en fait. Ça, j'adore, vraiment, j'adore. Le personnage de Warren, il est trop bien, mais le personnage de Ariane aussi, des jumeaux, en fait ils sont tous trop bien à leur façon, mais c'est vrai que Ariane et Warren, la dynamique entre les deux personnages, elle est trop bien. J'ai adoré l'évolution des deux personnages, puisque là dans le tome 2, on est vraiment sur une grosse évolution. Ça fait 2 mois et demi, je crois, que Warren est arrivé dans le monde des contes. Donc il commence vraiment à se familiariser avec la violence, alors qu'il est très pacifiste, mais là il est confronté à la violence,
à la douleur, à la perte, et vraiment, c'est dur pour lui, ce qu'on peut comprendre, parce que ce qui se passe dans le tome 2, je peux vous dire que n'importe qui serait traumatisé, hein, clairement. Et franchement, c'est une saga qui vaut trop le coup. Mais vraiment, 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 vraiment trop le coup. Parce que tout y est, les personnages, l'univers. Il y a un petit côté steampunk au niveau de l'univers. Mais ça ne me dérange pas. Je n'aime pas le steampunk. Vraiment, c'est pas un genre qui me plaît. Mais là, ça ne me dérange pas parce que c'est vraiment plus au niveau descriptif des villes. Mais globalement, c'est pas gênant. Et en plus, c'est très logique puisque là, on apprend des choses dans le tome 2 qui font sens par rapport au côté steampunk. C'est normal que ce soit comme ça. Franchement, lisez le dernier conte. Parce que vous aimiez les réécritures de contes, c'est trop bien. Si vous êtes moins fan, bah c'est pas grave parce que on y fait référence, mais c'est quand même une autre histoire. En plus, les contes sont vraiment pas mal modifiés parce qu'il y a énormément de choses qui changent. À part pour Cendrillon. Cendrillon, il n'y a pas beaucoup de différence, mais sinon, Blanche-Neige, rien à voir. La Belle et la Bête, ça ressemble un peu, mais c'est dark, dark. Il est bien dark celui-là, hein, je peux vous le dire. Franchement, non, vraiment trop trop bien. Et je le redis, je l'avais déjà dit pour le tome 1, il est classé en romantaisie. Pour l'instant, dans le tome 1, il n'y a pas de romance. Aucune romance. Aucune scène érotique, parce qu'on est très loin de même ressentir des petits sentiments ou de l'attirance ou quoi que ce soit. Il n'y a rien du tout dans le tome 1. Dans le tome 2, très légèrement, le côté un petit peu attirance entre deux personnages. Mais très léger. Du coup, c'est une saga en 4 tomes. J'imagine qu'il y en aura peut-être encore un petit peu plus dans le tome 3 et très certainement un petit peu dans le tome 4. Mais franchement, je ne classerai pas du tout pour l'instant cette saga en romantaisie. Mais là, on commence tout juste, mais vraiment à effleurer. On en est au prélude d'une histoire d'amour, hein. Mais on est encore très loin de l'histoire d'amour. Donc si ça vous rebute pour le côté romantaisie, si vous avez peur des scènes érotiques à n'en plus finir, il n'y en a pas du tout, zéro, rien, nada. C'est vraiment juste une quête. C'est une quête en fait. Warren et Ariane cherchent une héroïne. On est là-dessus, c'est la recherche de cette héroïne. Donc, foncez. Franchement, ça vaut trop le coup. Même moi qui aime la romantaisie, bah, je trouve ça trop bien quand même. Et puis, ça prend tellement de temps, c'est tellement agréable. Là, vraiment, je vous dis, hein, c'est des petites miettes de romantaisie qui sont disséminées, des petites graines pour que ça fleurisse dans les tomes suivants. Mais je pense que ça fleurira pas tout de suite. Hein. Et cette fin... Bah oui, le tome 1 était déjà incroyable au niveau de la fin. Bah devinez quoi? Bah le tome 2 c'est pareil. Hein. Elle nous fait de ses fins à chaque fois. Bon, si, globalement c'est la merde. C'est vraiment la merde. Ça donne trop envie de lire le tome 3 qui sort normalement, si je ne dis pas de bêtises, au mois de mai. Donc là, il va y avoir 2 mois à attendre. Et en plus, ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge est déjà bouclée. Donc globalement, je ne lirai pas le tome 3 au mois de mai. Je me le calerai au mois de juin. J'espère pouvoir le lire parce que j'espère avoir du temps pour lire au mois de juin, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais bon, on verra bien. Bref. Tout ça pour vous dire que c'était trop bien. Lisez le dernier conte, c'est une saga vraiment chouchou pour moi. Coup de cœur, c'est trop bien. Vraiment trop bien. Et en plus, le style est vraiment très agréable à lire. Ça se lit quand même tout seul. Il y a un petit côté addictif. Là, par contre, effectivement, le tome 2, il est beaucoup plus dark. D'ailleurs, l'auteur, elle met une note au début en disant, à la fin, j'ai mis des trigger warnings parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent être très sensibles pour certaines personnes. Donc, si vous voulez aller voir de quoi ça va parler avant de vous lancer dedans si vous êtes sensible,
faites-le parce que ça peut être compliqué. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire parce que je suis pas sensible au point de ne pas aimer un roman parce qu'il y a des choses compliquées dedans. Mais c'est vrai que c'est particulier quand même. Donc voilà. Celui-ci, je vous le conseille chaudement. Que vous aimiez ou pas les réécritures de contes, je pense que c'est que un bon moment de lecture, un excellent moment de lecture, un coup de cœur. Je vais pas vous dire sûr, mais franchement, allez-y, les yeux fermés. Et du coup, voilà pour cette update lecture. Je suis sur deux ressentis parce que vraiment l'oracle de l'oiseau noir c'était oui sans plus, alors que le dernier conte c'était trop bien, vraiment trop bien. Je suis trop contente de l'avoir lu, je suis trop contente de l'avoir récupéré en papier, en plus il est trop beau. Donc non, trop contente, vraiment trop contente. Bref, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!